Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité de ce lundi, les chiffres alarmants du suicide à Tahiti et dans les îles. En un mois, 9 personnes se sont donné la mort. Ceux qui passent à l'acte sont de plus en plus jeunes. En 20 ans d'existence, l'association SOS Suicide n'avait jamais vu ça. Sa présidente appelle à une mobilisation collective. Annie Touheyava est notre invitée ce soir. Lutter contre la désinformation, l'un des enjeux majeurs de la semaine de la presse. Un village des médias propose des ateliers et des rencontres à pied de haie jusqu'au 28 mars. La députée Meleana Red Arbelot à la tête d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Objectif affiché, amender la loi Morin pour mieux indemniser les victimes des essais nucléaires et rembourser les frais engagés par la CPS. Des données concrètes ont été dévoilées par la Caisse de prévoyance sociale. Décryptage dans ce journal avec Suliane Favenec. La torche olympique est à Tahiti. En revanche, la flamme olympique n'est pas encore là. Elle passera chez nous le 13 juin, avant le grand rendez-vous de Te Ahupu'o fin juillet. On ouvre ce journal par ce chiffre alarmant. 9 suicides en un mois. C'est ce que déplore l'association SOS Suicide qui tente de lutter contre ce fléau. Difficile de généraliser les causes exactes du passage à l'acte, mais on sait que les jeunes sont de plus en plus exposés. Caroline Fari, Hayata Buluk et Mirko Vanfo. Perdre un enfant, la pire des épreuves pour un parent. Cette mère de famille l'a vécu récemment. Son fils de 27 ans, tombé dans l'AS, a mis fin à ses jours. Ils s'en sortaient plus. Ils s'enfonçaient. C'est une addiction. T'as beau leur dire d'arrêter, ces genres de personnes qui tombent dans cette addiction-là, on ne peut pas les reprendre en tant que parents, je dis. Le passage à l'acte est souvent synonyme de délivrance par ceux qui choisissent d'en finir, comme Taimoe, la quarantaine, qui a fait une tentative de suicide l'an dernier. Il y a des signes, tu en parles déjà, ton mal-être, tu l'as déjà des mois et des mois avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que cela nous concerne tous, tout le monde autour. Il faut savoir être réceptif. En parler, l'association SOS Suicide et ses sentinelles sont là pour ça, des oreilles attentives, avec pas moins de 1500 appels par an. On n'est pas là pour, comment il faut dire, la juger, hein. On écoute son mal-être et tout ça. Et des fois, une bonne écoute peut apporter la personne à revenir sur sa décision de mettre fin à sa vie. Depuis la crise Covid, les suicides augmentent chez les jeunes Polynésiens. Si les données sont rares, les populations en dessous de la quarantaine seraient les plus exposées, avec des motivations d'origine diverses. C'est pas une maladie, c'est vraiment un comportement complexe. Complexe parce qu'il va regrouper beaucoup de facteurs, des facteurs médicaux, des facteurs sociaux, familiaux, environnementaux. On sait souvent que le comportement suicidaire, ça va être la rencontre d'un fort sentiment d'isolement, avec du désespoir et surtout une incapacité à trouver une solution ou à identifier des solutions à ces difficultés. Le suicide des jeunes, un paradoxe de société au paradis polynésien. Prévention et formation des communautés sont recommandées sans oublier un numéro vert, salvateur dans bien des cas. Bonsoir Annie Touheyava, bienvenue. Merci d'être là avec nous ce soir. Paradis polynésien aux yeux de l'Occident, mais pour la jeunesse polynésienne, la vie est parfois un enfer. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui explique cette vague de suicides et notamment chez les plus jeunes? Bonsoir et merci de me recevoir ce soir. En ce moment, nous sommes dépassés par les événements parce que le suicide maintenant atteint les jeunes, les idées suicidaires à 12-13 ans. Pourquoi on travaille avec les établissements scolaires maintenant. Voilà, c'est ce qui nous inquiète le plus, ce sont les enfants. Mais bien sûr que jusque-là, on a toujours affaire à des ados, des jeunes adultes et même des personnes vieux, très âgées. Et le constat, depuis un mois, on n'en peut plus, quoi. Il y a des appels sérieux. Heureusement que nous travaillons avec Whareta Mahau, l'hôpital psychiatrique. Donc on est en collaboration avec tous ces établissements qu'on a mis en place. Nous ne sommes que des écoutants au téléphone et nous faisons les signalements aux professionnels de la santé. Est-ce que l'environnement joue? Est-ce qu'un jeune en Marquise, au Tuamotu ou à Papeete va passer à l'acte pour les mêmes raisons? Oui, exactement.
C'est les mêmes raisons, scolaire, harcèlement, niveau familial, dispute, les enfants écoutent les disputes des parents, on parle de lui et ils se sentent mal. Et donc souvent ils passent à l'acte à cause de ça. Et pour le moment, on a des programmes, on est en train de programmer quelque chose avec les directeurs des établissements, avec les églises également, parce que c'est un partenariat avec tout le monde, les églises, des associations, il y a des choses qui bougent en ce moment. Nous avons des appels. Conséquence aussi des réseaux sociaux ? On dit ça. Il faut dire le côté négatif des réseaux sociaux, on en a besoin également, mais comment les jeunes utilisent ces réseaux sociaux, parce qu'il n'y a plus peut-être de discussion avec les parents, ils vont chercher des réponses dans les réseaux sociaux, et ce qui fait que souvent c'est des mauvais conseils, voilà. Et donc j'appelle les parents d'être vigilants sur les fréquentations des jeunes, les écoutes des jeunes, ce que regardent les jeunes. Voilà, c'est un appel. On a connu le Covid, on connaît toujours la crise économique avec l'inflation. Est-ce que cela favorise le passage à l'acte ? Pas forcément. Nous, on n'a pas fait ce constat. Il a fallu, après le Covid, est-ce que parce qu'il n'y a pas de travail, peut-être, il y a des appels au secours, on a faim, on n'a pas de travail, on est mal, mais des pensées suicidaires, non, mais par rapport à un manque. Voilà, on évalue le téléphone, ça nous permet d'évaluer les risques, l'urgence, et puis voilà, on travaille avec des équipes, on n'est pas tout seul. Vous avez besoin de bénévoles au sein de votre association, mais des bénévoles formés. Comment ça se passe si on veut devenir aidant, si on veut répondre au téléphone et aider une personne en détresse ? Comment vous aider ? Depuis une semaine, beaucoup de personnes vont être des bénévoles. Merci à ces personnes qui nous appellent, mais il faut se former, il faut connaître le suicide, les facteurs de risque, les facteurs de protection et comment écouter. C'est surtout l'écoute qui aide les personnes. Ce n'est pas de parler, c'est l'écoute. Les personnes vont parler et ça va les libérer, ça va les dégager. Au lieu d'imprimer, ils expriment leurs émotions négatives souvent. Encore une fois, quels sont les indices qui peuvent nous mettre sur la voie quand quelqu'un va vraiment très mal ? En premier lieu, dans le monde professionnel, partout, c'est l'isolement. D'abord, à l'école, partout, la personne s'isole et crée une bulle autour de lui, autour d'elle, et ce qui fait qu'il n'entend plus, il ne voit plus rien. Et donc, il commence à être dépressif, la dépression arrive, et plus la dépression dure et mauvais pour la pensée, c'est mauvais pour la personne parce que ça devient une maladie psychiatrique à la longue. Une maladie psychiatrique. Ou alors tentative de suicide, voilà. Et le pôle de santé mentale, vous l'attendez ah oui, avec on attend ce pôle avec, voilà, c'est une urgence. La santé mentale, c'est important en Polynésie. Merci beaucoup Annie Toureya d'avoir été notre invitée ce soir. Et je rappelle le numéro de la ligne d'écoute d'SOS Suicide, c'est le 444 767. Merci encore. En bref, cet accident qui s'est produit à Ayatea, à Fetuna, PK 40,6, 2 mineurs âgés de 17 ans alcoolisés sont entrés en collision vers 1h du matin ce dimanche. Ils roulaient à vélo électrique. L'un des deux jeunes est gravement blessé. Et puis plus de peur que de mal, ce matin en face de la base marine de Whareute, une grue sur chenille s'est renversée lors de son déchargement du porte-char par la route, car la route s'est affaissée. Il n'y a pas eu de blessés. L'incident s'est produit sur le chantier de construction d'une résidence. Un guichet unique à destination de tous les acteurs de la communauté portuaire, c'est le système FETIA. Cette plateforme informatique doit permettre les échanges de données sur toute la chaîne des marchandises, débarquant ou embarquant sur le port de Papeete à l'international. Ce projet de 412 millions de francs doit être opérationnel d'ici 3 mois, après une phase d'expérimentation avec les entreprises de la place. Écoutez les précisions du ministre Jordi Chan au micro de Jacques Damour. L'objectif de FETIA, c'est de faciliter la gestion du passage de la marchandise à travers le port. Ce que nous avons comme retour d'expérience, car c'est un logiciel qui a été déployé dans beaucoup de ports dans le monde, c'est que le système FETIA a permis de diminuer considérablement le temps de traitement d'une ligne de marchandises
en exportation et en importation. Ce que nous estimons sur la Polynésie, c'est qu'il permettra à minima d'économiser une demi-journée de travail par ligne de marchandises. Il y a une valeur ajoutée principale au système, c'est l'économie de temps pour les usagers. Mais le système permettra également de dématérialiser et de simplifier toute la procédure concernant ce passage. Comprendre l'univers des médias, avoir un jugement critique, développer le goût pour l'actualité, c'est tout l'enjeu de la Semaine de la Presse. Un village des médias s'est installé sur le site de la DG2E. Ce matin, des élèves de Taunoa et de Fa'a'a ont échangé avec des journalistes, un dessinateur de presse et même de jeunes animatrices qui alertent sur les dangers des réseaux sociaux. Nicolas Suir et Jérôme ont participé à différents ateliers. Regardez. Les réseaux sociaux ont de plus en plus d'importance dans nos vies. Parfois, on y trouve éducation et enrichissement culturel, et d'autres fois, c'est une simple perte de temps qui nous isole. Comme j'ai plus de 4G du coup depuis le mois dernier, j'ai arrêté un peu. Comment ça se fait ? Parce que ma maman elle a coupé la ligne. Du coup, c'était pour que je laisse concentrer sur la famille un peu. L'atelier met également en garde contre la dépendance véritable qui se crée au fil du temps et l'utilisation des données personnelles. TikTok utilise leurs données à travers leur utilisation et fournit en fait des informations qui vont leur donner envie de toujours retourner sur TikTok. Ça s'appelle l'algorithme en fait. Avec ce dessinateur de presse, on s'intéresse à l'actualité avec sourire. Il n'empêche que le croquis veut faire passer un message. Je prends beaucoup de plaisir, surtout quand les élèves que j'ai devant rient. Tout à l'heure, avec un élève, on parlait de la tortue qui est dans un plat. Il a rigolé, et puis après, il a bien réfléchi en se disant oui, manger de la tortue, c'est interdit. Donc, je crois que le but est atteint. C'est une manière plutôt ludique, détournée, d'apprendre des grands principes. Là, par rapport à la presse, ils ont besoin d'apprendre, ce sont les futurs électeurs. Très bientôt, ils ont besoin de pouvoir se positionner, de pouvoir se repérer. Dans l'atelier Fake News, il est question d'acquérir les bons réflexes pour ne pas tout croire, surtout sur les réseaux sociaux. Ils sont très crédules, c'est vrai. Et ils ont tendance à croire un petit peu tout ce qu'ils voient sans vérifier, sans se poser de questions et sans avoir d'esprit critique. L'objectif aujourd'hui, c'est de planter une petite graine d'esprit critique et de bien garder en tête qu'il n'y a pas de dieu de l'information et que même s'il y a des gens qui font des contenus de qualité sur Internet, il faut toujours vérifier et savoir derrière qui me parle. Mieux comprendre les médias, c'est le but de la Semaine de la Presse. Une semaine organisée pour préparer les futurs citoyens polynésiens au monde qui les entoure. Et si vous avez des enfants scolarisés en primaire, attention à la fermeture possible de son établissement demain. Un mouvement de grève est prévu et plusieurs écoles ont déjà annoncé leur fermeture à Fa'a'a, Punaouia, Papeete et Mahina. Vous trouverez les détails sur notre site internet Polynésie La Première. Meriana Red Arbelot à la tête d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. La députée Tavini espère une modification de la loi Morin. Elle va pouvoir s'appuyer sur des chiffres que l'on attendait depuis longtemps. Ils ont été dévoilés le 8 mars dernier devant les membres du CESEC. La Caisse de prévoyance sociale a exposé ces données sur les maladies radio-induites et le coût qu'elles engendraient. Suliane Favenec, bonsoir. Que révèlent ces chiffres de la CPS ? Bonsoir Cybèle. Alors ces chiffres de la CPS révèlent qu'entre 1985 et fin février 2023, il y a eu 12 584 patients atteints d'une des 23 maladies dites radio-induites et malheureusement 50% d'entre eux sont décédés. Alors il faut savoir que ce sont les femmes qui sont le plus impactées. Elles représentent 64% en réalité des patients, évidemment à cause notamment du cancer du sein, de l'utérus et de l'ovaire. Alors quelles sont les maladies les plus importantes de manière globale ? Il y a d'abord le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de l'utérus et bien sûr le cancer de la thyroïde, AEK.
24, ils représentent 60% des cas, Cybèle. Alors, autre donnée de la CPS, ces pathologies sont en augmentation ces 20 dernières années, Sylviane. Oui, malheureusement, effectivement, ces pathologies sont en augmentation ces 20 dernières années. On regarde ici plus précisément le cancer du sein et le cancer du poumon, plus 5%, quand le cancer de l'utérus, plus 8%, et ce chiffre édifiant du cancer du côlon, plus 17%. Alors, en 2022, eh bien, la CPS a enregistré 657 nouveaux cas de cancer, donc diagnostiqués, Cybèle. Alors, quel est l'âge moyen eh bien, du diagnostic? Il faut savoir qu'en Polynésie, il est inférieur à la métropole. En effet, regardons tout de suite, 62 ans pour les hommes, 54 pour les femmes, ici en Polynésie, alors que dans l'Hexagone, eh bien, c'est 68 ans pour les hommes et 67 ans pour les femmes, Cybèle. Combien coûte la prise en charge de ces maladies radio-induites ? Elle est évidemment importante. Alors cela dépend de la maladie, cela dépend aussi du nombre et de l'importance de la maladie. Regardons le cancer du sein, par exemple, eh bien, c'est plus de 32 milliards de francs. Le cancer du poumon, plus 13 milliards. Le cancer de l'utérus, plus 8 milliards. Et la leucémie, plus 7 milliards. Évidemment, il y a d'autres maladies, il y a donc d'autres coûts. Au total, eh bien, c'est 107 milliards de francs. Alors la CPS s'est aussi intéressée eh bien, à combien coûte chaque patient, la prise en charge de chaque patient donc par année. On est à 8,5 millions par patient par an. Évidemment, il y a des maladies qui sont plus chères en termes de prise en charge, c'est le cas de la leucémie, puis des maladies qui sont moins chères en termes de prise en charge, c'est le cas du cancer de la peau. Alors, bien sûr, nous avons une augmentation là aussi du prix, en fait, si vous voulez, de la prise en charge. Entre 2018 et 2020, eh bien, on était à 7 milliards, quand en 2021-2022, on était à 8 milliards. Alors, il faut penser qu'il y a aussi également une augmentation du prix des traitements, donc 700 millions en 2018, quand, par exemple, en 2023, on était à 3 milliards d'euros, c'est qui est donc très important. Alors au final, la CPS a estimé eh bien, que la PSG supportait 89% de la prise en charge, ce qui équivaut à 95 milliards sur les 107 donc annoncés. Le reste eh bien, est pris en charge par la sécurité sociale française pour les ressortissants français. Alors vous l'aurez compris, ces chiffres sont importants. Vous l'avez dit, on les a beaucoup attendus. Ils vont permettre eh bien, d'alimenter la commission d'enquête parlementaire qui va travailler pendant 6 mois sur le volet sanitaire du nucléaire avec cet objectif, vous l'avez dit, Cybèle, eh bien, d'amender la loi Morin et de demander le remboursement des frais engagés par la CPS. Merci beaucoup, Suliane Favenec, pour toutes ces explications. À Nukuhiva, aux Marquises, la section petite et moyenne hôtellerie du CETAD forme au CAP en 2 ans. Le restaurant d'application dont dispose l'établissement est un atout majeur. Tout au long de l'année, les étudiants y apprennent les règles d'hygiène et les bases de la cuisine et de la pâtisserie française combinées à l'utilisation des produits locaux. Le restaurant permet aussi de vaincre la timidité des élèves qui sont confrontés dès la première année à la clientèle. Après 2 ans de formation, un déjeuner a été organisé en guise d'examen. L'une des élèves donne le menu à Marie Curva. Au plat, nous avons à l'entrée du poisson créolé de coco, accompagnement du cacou. Au plat principal, nous avons chevrolet de coco avec du maïs et du taro. Et en dessert, nous avons du piahi et du bonbon coco. Et les Marquises, justement, à l'honneur dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie. Jusqu'au 23 mars, une exposition permet d'en savoir plus sur la prise de possession des îles Marquises en 1842. L'occasion de rendre hommage à 2 grandes figures marquisiennes, Iotete de Tahuata et Pakoko de la baie de Taiohae à Nukuhiva. Cet événement est organisé à l'occasion du 179e anniversaire de la mort du chef Pakoko, fusillé le 21 mars 1845. Une cérémonie d'ouverture et une conférence étaient organisée ce matin à l'Assemblée. L'anthropologue Edgar Tetahio Tupat sera justement l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz demain matin sur Polynésie la Première Radio.
La torche olympique est en Polynésie française. Vous le savez, avant le début des JO, la flamme olympique fera le tour du monde. Elle passera dans plusieurs territoires ultramarins, dont Tahiti, où se tiendront les épreuves de surf. Ce symbole a été dévoilé ce week-end et son parcours à Tahiti est désormais connu. Les détails avec Maruki Duri, Jacques Damour et Ari Hoete Fafana. C'est cette image que vous voyez à l'écran. Regardez la torche. La Polynésie a découvert la torche olympique de Paris 2024 samedi, lors du premier grand rendez-vous de Va'a de la saison. Mais de très près, une torche olympique, ça ressemble à ça. Un peu plus d'1,5 kg d'acier à l'empreinte carbone réduite, forgé par ArcelorMittal et designé par Mathieu Lehanner. 2000 exemplaires ont été produits, 101 torches seront utilisées à Tahiti pour le relais de la flamme. C'est une grande première et puis on a eu la chance effectivement de pouvoir en avoir un exemplaire unique là, maintenant. L'idée, c'est véritablement qu'on se serve de cet objet symbolique et de ses valeurs pour pouvoir effectivement mobiliser le territoire. Mobilisé avant le relais du 13 juin, qui partira du PK0 à Te Ahupo'o, passera par la côte est et la côte ouest de Tahiti avant de finir son trajet place Toata. 124 relayeurs seront mobilisés entre 6h et 19h. C'est pas un parcours continu de Te Ahupo'o à Papeete. Ça se fait vraiment sur des tronçons identifiés, allant de 800 mètres à 6 km, le plus long qui sera le dernier. Le dernier relayeur arrivera, il y aura un mini chaudron au plein milieu de la fosse de Toata et le dernier relayeur allumera le mini chaudron pour l'occasion. Le premier relayeur, celui qui partira de Te Ahupo'o, sera Hirater Inatofa, coach de l'équipe de France de surf. À l'approche des épreuves de surf à Te Ahupo'o, l'ancien champion prend les choses très au sérieux. Je n'ai jamais pensé porter cette flamme parce que déjà à l'époque j'ai rêvé d'être surfeur et faire les JO et on n'avait pas encore cette occasion. Aujourd'hui l'occasion se présente mais je ne serai pas à tête, je serai coach donc pour moi c'est pareil. Après la Guyane et la Réunion, le relais des océans passera par la Polynésie avant de poursuivre sa route en Guadeloupe, puis en Martinique. L'information principale de ce lundi, c'est cette vague de suicides. 9 personnes sont passées à l'acte en un mois. En 20 ans d'existence, l'association SOS Suicide n'avait jamais vu ça. Les personnes suicidaires sont de plus en plus jeunes. La présidente de l'association appelle à la mobilisation générale et à plus d'écoute au sein des familles. Au programme de votre soirée sur la première, les séries Blacklist et Scandale. Demain, Tahiti Info fera sa une sur ATN Air Tahiti Nui, le pays attendu à l'embarquement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 18 mars. Passez une excellente soirée sur nos 3 antennes, radio, télé ou internet. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet